Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Chers amis, eh bien, j'espère que vous allez bien. On est une belle équipe ce soir. Ça, Voilà, c'est vrai, écoute. on est bien. Il y a Jean-Marie, tu vas bien Jean-Marie? Oui, Elle est jolie, ça ta va chemise, bien. elle brille. C'est vrai. Elle est Ouais. satinée. Ouais. Ouh. Oh, oh là là. Mais je ne savais pas, Ouais. mais maintenant je suis En content. général, c'est dans les pays slaves qu'on met des chemises qui brillent. C'est plus une... Non, toi, elle n'est pas satinée. Mais la Tu mienne penses est une à- Saou alors en Tu France. penses à Émile. Bonjour Émile. Ah, Émile il mettait aime- beaucoup de chemises qui brillent. Ah oui, des costumes C'est- même. C'est Je me l'époque rappelle. du disco, toi, c'est pour ça. Tu aimes ce qui brille. Jean-Marie, Nathalie. Jean-Marie. Ah oui, moi je suis, Marie-Jeanne. je suis à ma dernière émission de tournée, donc j'arrive sur la fin là. Mais c'est bien, Comment- c'est un compliment de comment m'appeler vas-tu Jeanne-Marie. Comment vas-tu, Nathalie? Je vais bien, mon cher Ben. Sympa. Oh là là. Elle est Non. fatiguée aussi, Oh là. non, pas ça, Je pense Nathalie. que- Samuel, Faut que quand je le même. taquine. Confondre père Et- et fils, ça Et va toi, plus. Claude, comment tu vas? Écoute, je vais très bien, merci beaucoup. Eh ben, on est heureux de t'avoir avec nous. Merci. Dis-moi, ma Regarde, chemise. sa chemise est belle. Elle n'est pas satinée, elle Non. est... Elle est royale, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Elle est C'est- royale. Enfin, quelqu'un reconnaît les bonnes choses ici. Ah, mais c'est ça, elle est royale. Bon, on est ravis. On va faire une émission Et sur... lui, il est prisonnier un peu. Oui, voilà, C'est c'est ça, ça. On va faire une émission sur l'équilibre, trouver l'équilibre, comment vivre une vie équilibrée, ce qui amène aussi à une vie constante, parce que je vous le disais tout à l'heure en off, mais je vous le dis à vous, chers amis qui nous écoutez, c'est un sujet duquel on vient souvent me parler, j'en peux plus, ou je suis trop fatigué, ou j'arrive pas à bien me détendre, ou voilà. Donc trouver l'équilibre, c'est, je pense que la constance, la stabilité, c'est aussi une marque d'un disciple de Jésus qui devrait être capable dans tout ce qu'il fait, d'être constant en fait, de pas passer dans les excès. On le retrouve quand même dans la Bible. Donc j'aimerais qu'on puisse l'évoquer, discutailler. Donc on va commencer avec toi, ma chère Nathalie, puisque je t'ai merci. demandé la question suivante. Comment trouver l'équilibre dans toutes mes tâches, Dans premièrement? toutes les tâches. Alors déjà, c'est vrai que l'équilibre, ça s'apprend. Je pense que naturellement, on a tendance à peut-être faire les choses qui nous sont les plus faciles à faire en premier. Mais l'équilibre, ça s'apprend. Et je voudrais faire une parabole avec l'équilibre dans la danse. Moi qui ai beaucoup dansé, on nous apprend l'équilibre. Et il faut cet équilibre dans la danse. L'équilibre physique, tu veux dire? Physique, D'accord. mais ça va nous parler après. Ah. Justement, dans l'équilibre dans la danse, il faut fixer un point. C'est très important pour se concentrer. Et d'autre part, il faut arriver à se positionner. On a une posture ferme qui vient du haut du corps, de la colonne vertébrale. On pense souvent que c'est les jambes qui font, Oui. et puis les bras qui font office de l'équilibre. Ça y contribue, mais ce n'est pas le point central. Le point central, c'est la colonne vertébrale et fixer un point. Ah bon? Oui. Même quand tu marches sur les mains? On danse, on est souvent sur des pointes. Moi, je pense toujours aux pointes des danseuses. Ah, Tu vois, d'accord. quand tu es sur un axe, tu Ouais. cherches ton axe. Eh bien, c'est vraiment le haut du corps Ok. qui va faire vraiment la stature. Et ça me parle parce que fixer un point, ça me fait penser forcément à se concentrer, à se fixer les regards sur Jésus pour être spirituel. Mais C'est bien. ça nous permet toujours de nous concentrer sur nos priorités. Fixer un point, c'est effectivement ne pas se laisser perturber par des éléments extérieurs quand on fixe un point. Justement, on le fait pour pas que des éléments viennent nous déséquilibrer. Et puis la posture, ça va nous parler aussi de nos fondements en Christ. Puisqu'on est chrétien, je parle de nos fondements en Christ, notre identité en Christ. Ce pourquoi on est sur terre, ce pourquoi le Seigneur nous demande d'être aussi, tout simplement. Alors, il y a ce fameux verset dans Ecclésiaste, je le dis vraiment avec précision, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel, dit l'Ecclésiaste. Donc, il y a un temps pour tout, mais dans toutes ces priorités, parce qu'on peut en avoir plusieurs, il y a des saisons aussi, on peut être parent avec des enfants, on peut après bien avoir un nouveau travail, et puis il faut s'y investir. Donc, il y a aussi des saisons dans nos priorités. Mais se fixer des priorités, c'est pas toujours facile. Ouais. Il y a des personnes qui vont se dire j'ai tellement de priorités parce qu'elle a beaucoup de responsabilités. Et c'est là aussi, je pense qu'il y a des techniques dans le monde, on nous apprend des techniques. Dans le monde du travail, il y a des planificateurs, il y a des choses comme ça. Mais je pense que pour avoir cet équilibre, il faut savoir à la fois qu'il y a des priorités vitales, on ne peut pas ne pas les faire. Bien sûr, réveiller nos enfants, aller travailler, ça c'est prioritaire. Mais il y a des moments aussi, il faut savoir, et Claude va nous en parler, nous poser,
nous faire réfléchir, nous reposer également. Ça, c'est plutôt la partie de Jean-Marie. Et donc, quel temps accorder à l'un et à l'autre? Alors, il y a des choses importantes, c'est savoir dire non à tout ce qui peut être des éléments perturbateurs. Il y a des personnes, je sais qu'elles ont du mal à dire non. Et là, il faut connaître sa position, son ossature, pourquoi on est. Pourquoi je le fais ou pourquoi je ne le fais pas. Exactement. Okay, et ce qui est aussi important, c'est on cherche peut-être trop souvent des résultats pour le résultat. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que le comment on le fait est très important aussi. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Paul Tripp, que j'ai lue dans un livre là récemment. « Si vous ne nourrissez pas votre âme de la présence, de la promesse et de la provision du Christ, vous demanderez aux gens, aux situations et aux choses qui vous entourent d'être le Messie qu'ils ne pourront jamais être. » Ça veut dire qu'en fait, on est tellement en train de faire multitâches, de se débattre, alors que de se mettre dans la présence de Dieu. Commencer la journée en priant, par exemple. Alors, il y a des fois, on peut pas toujours être disponible le matin, mais si on commence notre journée en priant, moi, je l'ai constaté, les personnes qui passent du temps dans la prière, qui remettent leur journée, eh bien, ont plus de facilité dans la journée. Parce qu'il y a le Seigneur va nous permettre de rencontrer les bonnes personnes, ou bien de disposer les circonstances, de fluidifier le temps. Au final, il est maître du temps. Et j'encourage vraiment tous nos spectateurs, téléspectateurs, à vraiment passer du temps avec le Seigneur. Il va nous faire gagner beaucoup de temps. Et c'est comme ça que, par exemple, j'ai lu justement ce témoignage d'un frère qui est responsable de plusieurs associations, d'une lourde association. Et donc, les petites choses comme aller acheter, je sais pas moi, des essuie-glaces pour sa voiture, eh bien, il dit, mais quand est-ce que je vais le faire? Et voilà que quelqu'un sonne, son voisin, qui lui dit « Écoutez, j'ai constaté que vous avez le même modèle que mon ancienne voiture. Moi, je l'ai vendue. Si vous voulez, je vous les offre. » Donc, c'est là où on se dit « Mais c'est extraordinaire ce que Dieu peut faire. C'est extraordinaire. » Mais est-ce que ça t'est arrivé, parce que toi, tu avais une entreprise avant aussi, Oui. peut-être, parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'était très bien, mais moi, je pense dépassé. Pardon? Me sentir dépassé. Oui, et puis, je pense que même malgré qu'on soit chrétien et disciple de Christ, etc., des fois, tu vois, je pense à quelqu'un, mais il coche toutes les cases, j'ai envie de dire, d'un vrai disciple de Christ qui aime le Seigneur et qui, là, dernièrement, est venu me voir en me disant « J'en peux plus. J'en peux plus. » Alors, il y a plein d'autres raisons où je l'ai aidé à réfléchir. C'est entre autres ce qui m'a motivé à faire cette émission-là. Mais parce qu'on est quand même dans un climat aussi, on va parler de la pression tout à l'heure, mais on est quand même dans un climat où trouver l'équilibre me semble de plus en plus... J'ai toujours l'impression que c'est excessif, soit dans la détente, le bien-être, soit dans le travail, soit dans... Est-ce que ça t'est arrivé toi aussi ou même peut-être ici à l'église, hein, j'en sais rien, c'est aussi possible. Hein. C'était lors de quand j'étais dans mon entreprise, et à un moment donné, je me suis sentie vraiment dépassée. Et là, j'ai demandé à mon mari, en fait, qu'il faut qu'on aille quelque part, prendre du temps, aller ailleurs. Pas à la maison, pas rester à la maison, pas dans mon contexte habituel, sortir et j'ai passé 3 jours à ne plus rien faire, si ce n'est à marcher, à regarder, à contempler, et à me resituer dans le contexte que oui, au final, je suis quand même pas grand-chose et j'ai vraiment besoin de mon Créateur. Et ça m'a, rien que de contempler, de louer, d'être tranquille, ça m'a reconstitué des batteries, quoi, on peut dire. Et surtout, ça m'a permis de prendre un peu du recul sur ce que j'étais en train de faire. Parce que ça, c'est pas évident d'avoir la tête dans le guidon et prendre ce recul, d'avoir vraiment un regard, comme un regard extérieur. C'est pour ça qu'une personne extérieure est à même de nous conseiller. Parce qu'on sinon et c'est bien de demander des conseils d'une personne extérieure également pour trouver l'équilibre. C'est juste, ça vous arrive des fois toi, tu t'en vas plus. Je crois. Tu es à la retraite. J'ai rien à faire, moi. Il est au repos. Non, mais est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie, à tous les deux aussi, pour rester encore un peu sur ce sujet-là, à trouver l'équilibre dans toutes les tâches, des fois d'avoir du mal à gérer le tout, de faire... Voilà, des fois j'ai l'impression que c'est... En plus, dans ce que nous on fait en étant pasteur, on a... Des fois,
je suis en train d'animer une émission. Ça va pas Oui. toujours, il n'y a pas toujours une logique où tu peux tout imbriquer correctement, si ce n'est pour qui tu le fais. Mais tu as l'impression d'être un jongleur avec plein, C'est vrai. plein de sujets. Et en même temps, il y a d'autres sujets, comme par exemple les enfants, l'épouse, où j'ai pas envie que ça soit un sujet. J'ai un truc à gérer en plus. J'ai envie que ça ait de la place dans la vie, tu vois. Comment vous l'avez géré aussi à ce niveau-là? Bon, moi je dirais que c'est pas toujours. Ouais, c'est pas effectivement, c'est pas toujours facile. Et c'est malheureusement des fois un petit peu après coup où on se rend compte qu'on a manqué un peu d'équilibre, où on se dit mais là j'aurais peut-être dû, au fond, j'aurais peut-être dû lever le pied un peu plus. Et des fois c'est un peu après. Mais ouais, c'est. Puis il y a des caractères différents. Moi, si je suis trop... alors maintenant, c'est vrai que je suis à la retraite, donc l'avantage, c'est que je choisis ce que je... D'ailleurs, c'est agréable d'être à la retraite ou pas? Oui, c'est très bien. C'est très bien. Je te crois. L'intérêt, c'est pas forcément d'en faire moins, mais c'est de faire plus que ce qu'on choisit. Qu'on quoi. aime. Ça, c'est agréable. Ça, c'est bien. Hein. Ah, ça, c'est sympa. C'est une belle C'est liberté quand même. Ah oui, C'est c'est une belle bien. liberté. Mais moi, je sais que j'ai toujours quand même pu, quand je me sentais trop pressé, naturellement, à un moment, j'ai même pas besoin de le décider. Je lève le pied, je fais autre chose un petit moment. Ouais, c'est ta nature. Ouais, Ta nature, c'est pas d'encaisser, quoi. oui. C'est une force, ça, c'est bien. Moi, Ouais. j'ai vu que toi, Benjamin, tu délègues quand même beaucoup. Ah oui. Ça, c'est une force aussi. Ah bah parce que moi je suis pas, moi je le sais que c'est ma force à moi, c'est de travailler avec des gens. Ouais, ça, c'est Ma vraiment force, ta c'est jamais d'être la tête. Thibaut, il a une capacité, par exemple, j'en ai déjà discuté avec lui, d'avoir la tête dans plein de sujets en même temps. Il arrive toujours à mettre sa tête. Je sais pas comment il fait, Ouais. mais il est très très fort dans ça. Moi, de prendre, par exemple, j'ai pris la responsabilité du pôle jeunesse derrière lui. Ça aurait été impossible pour moi de le faire comme lui le Comme fait. il faisait, ouais. Pas qu'il le fasse mal, parce que ça correspond à qui il est. Mais oui. Mais moi, je peux pas parce que moi, j'ai besoin de m'appuyer sur d'autres, ce qui me permet. Du coup, c'est marrant parce que j'en discutais avec ma femme il y a pas longtemps. Ce qui me permet de gérer plein de sujets différents. Par exemple, pour l'émission ici, je la salue encore, elle doit être là-haut. Julie, qui est la première année sur l'émission On s'y retrouve. Je réfléchissais au sujet, je préparais les interviews, les émissions, je contactais tous les chroniqueurs pour faire le planning de tous les chroniqueurs et faire toutes les modifications, je contactais tous les invités, je posais toutes les questions, j'envoyais, et c'était toutes les semaines qu'on sortait une émission. Donc j'ai dit, je fais une année comme ça, après je fais plus. Et Julie est venue, et toute la partie organisationnelle, c'est Julie. Ça veut dire que je peux gérer beaucoup plus librement, mais du coup ça me permet de prendre d'autres fardeaux en plus, d'autres tâches en plus. C'est une force de déléguer. Ouais, je pense que c'est très important sur trouver l'équilibre. Tu as raison de le mentionner. Nathan. Attends, c'est ça, d'accord. Claude. Je vous ai confondu Il y les a quelque deux. chose de bon qui vient de dire. Non, mais- Tu vois. Non, mais moi, j'étais toujours quelqu'un qui était un multitâche. Ouais. Et puis j'avais toujours, déjà dans l'éducation nationale, j'ai travaillé sur des multiniveaux tout le temps, régulièrement. Même quand j'avais un seul niveau, il y avait des fois plusieurs niveaux dans un seul niveau. Donc peut-être 3 projets à la fois, plus l'église, plus la vie privée. Ouais. Et je dois dire honnêtement que j'ai pas forcément évolué dans l'équilibre. Non, honnêtement, je ne suis pas un modèle dans ce niveau-là. Mais j'ai aussi été toujours dans des projets, à la jeunesse de projets. Quand je regarde ma vie, Dieu m'a toujours conduit à lancer des choses, à démarrer des choses. Un précurseur. Un précurseur où tout à coup, Un moteur, ouais. il fallait tout comprendre au départ, tout analyser pour ne pas que ça parte du mauvais côté ou que ça parte de travers. Et donc, je me suis beaucoup réjoui, hein, j'ai beaucoup de joie à faire ça. Mais avec le temps, ça m'a quand même pas mal développé je dirais des attitudes, enfin des habitudes de vie qui étaient justement de ne pas déléguer, puisque je savais et que ça me prenait beaucoup trop de temps d'aller expliquer à l'autre pour m'en faire. Donc je faisais tout seul, je me chargeais. Et quand il y avait une montagne qui était gravie, vivement la prochaine, quoi. Allez-y, on y va. Et ça me nourrissait quelque chose de fond de moi qui n'était pas très sain. Un peu d'orgueil. L'orgueil, oui, absolument.
Et du coup, le Seigneur, il a à un moment donné dit, maintenant ça suffit, quoi. Alors, je trouve qu'on pourra clairement y revenir dans la partie justement sous la pression. Mais peut-être avant d'arriver sur ça, est-ce que vous avez aussi ce constat-là de dire, mais mince, c'est vrai que on retrouve ce déséquilibre, mais dans plein de domaines. Ça peut être dans la vie familiale, ceux qui sont que famille, dans la vie professionnelle, ceux qui sont que carrière, mais même aussi, je dirais, chez les chrétiens, je trouve que des fois, il y a une forme de déséquilibre. Ceux qui n'ont plus que des chrétiens autour d'eux, par exemple, Oui. plus que des activités chrétiennes. Où il faut que je le fasse avec des chrétiens, il faut que j'écoute que de la musique chrétienne, il faut que je regarde que des films. Pas parce qu'il y a des convictions, mais parce qu'on est toujours dans plus, et en même temps l'impression que pour moi la force d'une vie équilibrée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la constance. Si tu as une vie équilibrée, parce que l'équilibre, je le comprends comme ça, l'image que tu as donnée, c'est intéressant, c'est fixer un point, c'est la colonne vertébrale, mais l'équilibre, en fait, en anglais, c'est balance, c'est la bonne balance, mais en fonction de différents poids. Et pour moi, à ce niveau-là, je pense par exemple dans un des défis, moi je sais que quand je suis en congé, quand je suis en vacances l'été, c'est là où il faut que je fasse attention. Moi j'ai besoin d'une routine. Vraiment, je suis quelqu'un, mon cerveau il a besoin de ça. Ouais. Sinon j'ai besoin de mes petits rituels le matin, tu vois. Quand je me lève, ma tasse de café elle est déjà prête, tout est déjà. Moi je suis un peu psychorigide sur ces choses-là et ça m'aide à rentrer dans mes journées. Mais quand j'ai plus tout ça, ça me permet de rentrer dans mon temps avec Dieu, etc. C'est beaucoup plus simple. Quand j'ai plus tout ça, c'est là où des fois ça peut être un défi mais le véritable équilibre, c'est de réussir quand même à revenir sur les choses primordiales, etc. Ce qui t'amène une constance. Alors Jean-Marie, peut-être que tu sauras me le dire, mais de mémoire, il y a un verset dans la Bible qui dit, en tout cas qui dit, il ne l'exprime pas avec ces mots-là, mais ce qu'il veut dire entre autres, c'est que la marque des apôtres, c'est aussi la constance. Ça te dit quelque chose ? Je le retrouverai. En tout cas, quand Paul dit les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par la patience. Ouais. La patience dans l'épreuve. Ouais, il y a un verset qui parle de la notion de constance, en tout cas chez les apôtres. Et moi, je sais que quelque chose qui m'a marqué et que je dis souvent quand même, c'est la capacité, par exemple, qu'a mon père à, peu importe ce qui se passe, toujours retrouver l'équilibre dans son temps personnel avec Dieu. Parce qu'au final, c'est ça qui est le plus important. Ouais. Mais pour ça, ça demande de savoir trouver l'équilibre quand même à chaque fois. Claude, toi, tu as eu un passage aussi, un passage où tu as explosé en plein vol, en tout cas, à cause de la pression. La partie que je t'ai demandé, entre autres, mais la partie que je t'ai demandé de réfléchir, c'est comment faire pour ne pas se mettre une pression excessive. Alors, je réfléchis, je me dis d'abord, il faut te poser la question, comment Jésus a vécu la pression? Est-ce qu'il a vécu la pression et comment il l'a gérée? Et donc, je me dis, dans ton item, qu'il y a le mot excessif, pression, et le mot pronominal, ne pas se mettre sous pression excessive. Donc, je n'ai pas réfléchi à tout ça quand j'ai écrit la phrase. Moi, je me suis dit, tiens, c'est intéressant la question qu'il me pose. Ouais. Donc, la pression a existé chez Jésus, et très tôt. Ouais. Déjà, dans son sein de sa mère, il a vécu la pression. On sait aujourd'hui, par exemple, que les bébés dans le ventre de la maman sentent l'émotion de la maman. J'imagine, lorsque Marie a été devant Joseph, qu'elle lui a annoncé que lui, il propose de rompre. Ça lui être un moment de donner de la pression. On ne l'a pas explicité dans la Bible, mais quand même, il y a cette pression. Puis il y a la pression de l'émigration, la pression du retour à Nazareth. Nazareth, c'était quand même pas... C'était une cité, quoi. Hein, c'était la cité d'aujourd'hui. Et puis, il y a eu la pression finale, tout au long de son ministère. Il y avait constamment de l'opposition, je veux dire. Tous les jours, constamment. La menace. La foule, rien que la menace. Et puis la foule qui constamment exigeait, demandait des guérisons, des enseignements, et puis... Du bruit, des cris, du bruit. Et puis enfin, on se remémore ce moment de pression ultime à Gethsémanée. Quand même, cette nuit de prière sous une pression folle, quoi. Au point que des grumeaux de sang sortaient de dessous de sa tête, boîte crânienne. Enfin, je veux dire,
C'est énorme. Puis enfin, la pression du diable, qui jusqu'à la fin n'a pas arrêté. Ce serait bien que tu descendes de la croix pour nous montrer que tu es le Fils de Dieu. Donc, et lui, il savait qu'il fallait qu'il passe par la croix. Donc la pression existe, y compris dans le monde, dans la vie du chrétien. Le problème, c'est la pression excessive. Et comment je gère ça, comment je me gère. Alors, évidemment, ce que j'ai vécu m'a aussi ouvert les yeux sur moi-même et j'ai dû humblement faire des mea culpa et puis des revirements dans mon cerveau. Ce n'est pas évident et ce n'est pas simple quand vous avez fonctionné comme ça pendant 40 ans. Peut-être juste pour préciser, excuse-moi, mais pour ceux qui nous découvrent, etc., pour comprendre aussi comment tu en parles, c'est que toi, tu es passé par un burn-out il y a quelques temps de ça. Oui. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait déjà 2 ans et demi. Ah ouais, ça passe vite. Hein. Ça fait 2 ans et demi. Et un burn-out de combien de temps? 2 ans. 2 ans, ouais, c'était ça. Ouais, c'était Donc, 2 ans, j'étais absent 2 ans, ouais. Peut-être un premier élément que je dirais, c'est d'apprendre à se connaître soi-même. En ce sens que on a été fait pour certaines choses, pas pour d'autres. Ouais. Et savoir qui on est finalement. On parlait avant d'identité en Christ, et c'est très juste. Et plus on connaît Dieu, plus il nous renvoie son image. Il dit, écoute, toi, je t'ai formé pour ça, et puis je t'ai formé pour ça, et chacun, vous allez bosser ensemble. C'est primordial. Hein. Voilà. Donc ça veut dire aussi qu'on va accepter certaines tâches, et peut-être renoncer à d'autres tâches. Il y en a d'autres qui sont plus aptes que nous. Le problème que beaucoup ont eu avec moi, c'était que je donnais le sentiment de tout savoir faire, donc il fait, laisse-on le faire, quoi. Ouais. Et moi, j'ai pas eu le réflexe de dire, mais attendez, d'autres savent faire aussi. Tiens, prends la guitare et fais. Ou tiens, ou prêche à ma place, ou n'importe. Donc, et puis, je voulais parler de la motivation. Qu'est-ce qui me motive à faire ce que je fais, quoi? Est-ce que je le fais pour faire plaisir aux autres, parce qu'on attend ça de moi, ou par reconnaissance? Ça fait du bien à l'ego, hein, ça me fait du bien, Claude a bien fait ça. Ou est-ce que c'est un appel, ou quelque chose qui est profondément lié à ce que je suis, à ce que je sais faire, ce à quoi je suis appelé? Et je pense aussi qu'il y a des gens qui sont appelés à gérer un seul talent, d'autres 2 talents et d'autres 5 talents. Il y a différentes capacités aussi. Et voilà, et puis tant mieux pour ceux qui vont en gérer 5, mais il y en a aussi qui ne gèrent que 1, et c'est bien aussi d'en gérer que 1, et de bien le gérer. Enfin, identifier en quoi je suis bon, dans quoi je suis doué. Par exemple, mettez-moi avec un tournevis devant une prise électrique et je suis perdu, quoi. C'est pas mon truc, quoi. L'électricité, c'est pas mon truc. Je déteste faire ça. Mais la peinture, oui. J'aime bien la peinture, tapisser, jardiner, ça tu sais, mon gazon. Psychorigide, lui c'est le gazon, hein, c'est le jardin. Juste petite anecdote, on était en Afrique du Sud ensemble. On passait devant des jardins, il me demandait de le prendre en photo devant les gazons, tu vois, les photos souvenirs qu'il avait. C'était mon photo. Il aime les gazons, vraiment. Il aime les gazons, les différents types d'herbes. Exactement, mais alors les golfs, faut pas m'y mettre parce que je suis admiratif devant des greens, mais qui sont magnifiques. Oui, c'est dommage de l'abîmer, quoi. C'est voilà. Alors, dommage maintenant d'en parler trop souvent non plus, parce qu'il y a le danger aussi de vouloir plaire aux autres, plaire à des figures paternelles. Ouais. Du coup, par exemple, plaire au chef. Il y a des gens qui font des choses pour plaire au chef. Parce que ça alimente quelque chose au fond de nous qui nous fait du bien. Mais en fait, non, qui nous fait du mal. Il y a des fois où le chef te laisse pas trop le choix de faire des choses aussi. Ça aussi. Dans le milieu du travail, par exemple, la pression, on l'a subie, des fois, on l'a... Et là, je peux comprendre aussi que... Mais la question était comment ne pas se mettre. C'est juste, et c'était le but. Hein. Mais c'est vrai que je pense à certains où ils diraient, ouais, mais moi, j'ai pas le choix, donc cette émission, elle me... Mais peut-être, pourquoi on se met de la pression? Une pression excessive? Parce qu'on a parfois des attitudes profondément ancrées en nous, qui sont là. Par exemple, une pression que se mettent notamment les mamans, ou des parents aussi. Ouais, c'est le perfectionnisme. Il faut que tout soit parfait, il faut que le ménage soit parfait, il faut que mon petit soit parfait, il faut qu'il soit parfait, c'est-à-dire qu'il ait fait du sport, de la musique, et je ne sais trop quelle, 2 langues, 3 langues étrangères, 4 langues étrangères, et il faut qu'il ait voyagé, il faut... Attendez... Qu'il parle plusieurs langues. Ça va bien. On a sorti dernièrement une émission sur la performance. Et la performance chez les parents, c'est ça. J'aime bien cette expression qui dit le mieux est l'ennemi du bien. Des fois, il suffit de faire les choses bien, ça suffit. Oui, c'est vrai. C'est pas la peine que ce soit très bien, magnifique, parfait. Le bien suffit. Et aussi accepter que les choses soient faites moins bien. On peut vivre avec... c'est pas si grave. C'est pas si grave que ça. Puis enfin, je pense qu'une des façons de mettre la pression, c'est la gestion ou la non-gestion de ton agenda.
son planning. Un exercice que j'étais amené à faire, on m'a demandé de faire ça un jour, et je trouve ça excessivement intéressant. On m'a dit, est-ce que dans ton planning de la semaine, tu peux enlever tous les rendez-vous où la motivation du rendez-vous n'est pas le besoin du rendez-vous, mais de faire plaisir. Te faire plaisir? De faire plaisir à l'autre. Ah, d'accord. De faire plaisir à l'autre. Eh ben, quand on commence à analyser les raisons pour lesquelles on a pris un rendez-vous, dans ma vie de semaine, j'ai enlevé des rendez-vous, pas seulement un ou deux, j'en ai enlevé plusieurs. Et du coup, ça dégage du temps. Et dans ça dégage du temps, c'est apprendre à bien gérer mon temps. Par exemple, je suis encore des fois du genre, des fois ma femme me le rappelle, me dit, là tu prends de nouveau des schémas de l'ancien monde. On parle toujours de l'ancien monde actuellement. C'est par exemple des plannings trop serrés. On enchaîne des choses trop serrées. Et à la fin, forcément, il y a de la pression. Et cette pression nous fait devenir... je deviens... pas abusif, mais je presse les autres. Et puis, on est avec quelqu'un, on est déjà ailleurs, on est déjà au prochain rendez-vous. Et finalement, ça nous ruine intérieurement. Et j'ai dû apprendre, par exemple, à gérer un planning avec des trous, où il y a de la marge de manœuvre. Où quand j'ai fait 3 heures le matin, je garde 1 heure de libre, 25% pour me dire, si je déborde un peu ici ou là, je vais encore arriver à prendre 1 ou 2 coups de fil qui viendront spontanément, que je n'ai pas choisi de recevoir, mais qui viennent parce qu'il y a des demandes. Donc d'avoir des plannings à trous qui permettent de conserver au fond de soi un esprit tranquille. Parce que ça, je dirais, c'est la grâce et en même temps, des fois, le fardeau que nous, on a, peut-être pour l'expliquer aussi, mais que d'autres n'ont pas. Mon épouse, elle choisit pas ses horaires, peuvent être très intenses, mais quand elle rentre chez elle, c'est fini. C'est fini. Donc ça, donc elle doit subir le planning que quelqu'un d'autre mettra. Nous, on a la liberté, je dirais, de faire le planning, mais en même temps, des fois, c'est un vrai fardeau. Parce que tu sais à quel moment que tu t'arrêtes, en fait. C'est ça le... Oui. Tu aurais toujours pu, quand tu es pasteur, tu aurais toujours pu appeler encore quelqu'un, prendre encore des nouvelles, tu aurais pu. Et on peut toujours te contacter. On peut toujours te solliciter. Et puis il y a la pression, l'autre il s'y attendait, je pensais que vous allez me rappeler. Et après, il faudra encore faire ceci, encore faire les petits mots pour Facebook, et puis les mots pour Instagram, et puis il faudra encore juste vite. Juste vite, mais juste vite, plus vite. À la fin, tu es dans un monde de sollicitation, dont on parlait avant, un petit peu de manière, je dirais, à peine voilée. On est dans un monde de sollicitation tel qu'à la fin, il faut renoncer. C'est ça. Renoncer. Ça, je ne le ferai pas. Ça, je refuse d'entrer dedans. Parce que ce fait de poser des limites permet aussi de préserver de la pression inutile, qui viendrait aussi ruiner la vie de la santé intérieure et finalement la santé tout court. On n'a pas besoin de tout savoir, on n'a pas besoin de tout connaître. Moi, je suis un lecteur passionné, j'aime lire. Et donc, du coup, pour moi, la tentation, ce n'est pas c'est lire. C'est lire tout le temps. Donc, chez moi, j'ai constamment 2 livres ouverts. À la maison, j'ai des piles de livres. Et puis, quand j'ai mon smartphone, j'ai tendance à aller vers des sites d'information. Et comme j'en connais certains qui font de très bons articles, j'ai dû arrêter de m'abonner parce que ça me mangeait un temps fou. Mais j'étais au courant de tout. Et après, j'ai dû me dire, mais est-ce que j'ai besoin d'être au courant de tout? Est-ce que j'ai besoin de savoir si... Pourquoi tu veux être au courant de tout? C'est bon, quoi. Une fois que Parce que des fois, il y a un côté presque... orgueil, tu sais. Moi, je le sais, où je suis capable de parler sur tout. Moi, en ce moment, quelque chose qui est mis beaucoup en évidence, c'est l'importance d'une grosse culture générale. Pas pour des bonnes motivations, c'est pour l'orgueil, en fait. Je dis pas que c'est forcément ton cas, mais c'est flatter, c'est mettre en avant... Sauver son image. Ouais, c'est ça, c'est l'intelligence. Ouais, non, mais je suis un curieux intellectuel. J'aime réfléchir tout le temps, j'aime chercher. T'es un intellectuel. Voilà. Mais c'est ta nature, c'est ça, mais trouver l'équilibre dans ta nature. C'est pas simple. Non. Parce que la sollicitation aujourd'hui, elle est tellement massive que tu dois dire, bon, là maintenant, c'est bon. C'est bon, je sais, je pose des limites. Et peut-être un des mots-clés pour contre la pression excessive, contre nous-mêmes, c'est savoir poser des limites. Ce qui est bien fait est bien fait. Est-ce que si je mets encore 2 heures dessus pour avoir un gain, entre guillemets, du bien au meilleur, est-ce que ça va changer quelque chose à la vie de l'autre? Non. Un exemple simple, l'autre jour, j'étais amené à prêcher à Noël.
Et puis je sentais Jérémy, notre gars de la com, sous pression pour plein d'autres choses. Et donc je lui demande, écoute, si je te demande de me chercher 1 ou 2 photos sur Internet, et je sentais que le frère, je le mettais sous pression. Trop. Et puis j'étais un petit peu agacé qu'il n'ait pas dit oui tout de suite. Et après je me suis dit, mais est-ce que ça changera vraiment le fond de ta prédication si ces 2 photos sont là? Oui ou non? La réponse est non. Donc j'ai envoyé un mail à Jérémy, je dis, écoute Jérémy, photo par photo, fais comme tu peux, si tu peux rien faire, c'est pas grave. Parce que je ne suis pas sûr que ma prédication aurait été tellement améliorée à cause de ces 2 photos. Non, elle était très bien. Voilà. Je ne demandais pas autant, mais c'était juste le côté de se mettre sous pression et mettre du coup aussi d'autres sous pression. Mettre d'autres sous pression. C'est ça. Stop. Moi, je pense que ne pas se mettre... comment trouver l'équilibre, c'est... moi, personnellement, alors j'ai l'impression de m'améliorer, mais je sais que c'est un défi pour moi, c'est de me fixer dans une journée trop d'objectifs. Trop d'objectifs. Par exemple, particulièrement mon jour de congé. Mon jour de congé, c'est le jour où je fais tout ce que je ne peux pas faire à d'autres Ah moments. ouais, c'est ça. Et là, tu te fixes plein d'objectifs entre la maison, entre les papiers, entre les et avec Sylvia et les enfants et amener le petit à tel truc. Et à la fin, tu t'es pas reposé. C'est surtout pas un jour de congé. C'est pas un jour de Congé, congé. non, c'est ça. Mais c'est de fixer trop d'objectifs. Mais j'ai toujours eu cette tendance-là. On va faire du bois, il faut qu'on remplisse. Moi, j'avais prévu, on remplit 2 camions en une journée. On remplit 2 camions. Quand je dis 2 camions, c'est on va, on les coupe. On les charge et après, je range tout le soir même et tout est plié et j'ai fini pour mon hiver. Moi, c'est en une journée, je fais tout mon bois et je suis comme ça. Donc là, je me mets une pression. Donc petit à petit, je me dis à un moment donné, de toute façon, quand tu sens que tu vieillis, ton corps, il n'arrive plus à. Tu le sens aussi, ça t'aide aussi à. Mais ne pas se fixer trop d'objectifs. Tu disais, tu sais un peu les plannings à trous. C'est aussi ça, je pense. Je sais que par exemple, sur On s'y retrouve, on a fait des fois des moments où on faisait 5 émissions. Moi, j'ai dit, mais si on peut les éviter, c'est plus agréable. On a écarté un petit peu les plages de tournage pour justement un peu plus respirer. Et puis, si ça dépasse, comme ça, à chaque fois, en fait. Donc, c'est très bien. On en parlait avant des priorités, par exemple, de savoir mettre dans son planning les priorités. Donc, de décider qu'est-ce qui est prioritaire pour moi et de mettre d'abord les grosses priorités. Parce qu'une fois que tu es dans la journée, il y a tellement de petites choses qui viennent, un peu comme du sable qui te remplit de ton bocal, et tu n'arrives plus à mettre dedans les gros trucs, quoi. Donc il faut commencer par mettre les gros éléments. Voilà. C'est ça. Hein, voilà ce que je pense il y a un dire profil sur, aussi qui vont parler de l'excellence, enfin, du perfectionnisme plutôt. Il y a un profil aussi qui, pour moi, est peut-être embarrassant pour ces personnes-là, c'est être sauveur. Il y a le profil du sauveur. Le syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur. Et ces gens-là, en fait, ils se mettent beaucoup de pression. Je me suis rendu compte. Parce que, comme si la vie de l'autre dépendait d'eux, en réalité. Oui, il y en a un qui m'impressionne, c'est ton grand-père. Alors lui, le sauveur, il est sûr qu'il ne l'était pas. Nous avons prié. C'est lui qui sauve. Ça, c'est un bel exemple. Que je passe 2 heures avec vous à discuter, c'est pas ça qui va vous sauver, c'est lui qui va maintenant. Il écoutait les gens aussi, je m'entends. Oui, puis tu as des gens qui se font des pressions, comment je pourrais dire, des pressions rétroactives, quoi. Non seulement il faudrait faire beaucoup, mais une fois qu'ils ont beaucoup fait, ils réfléchissent à tout ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Et j'ai pas fait ça, j'aurais dû, etc. Et moi, si on me dit mais t'aurais dû faire ci, ça. Alors mon réflexe, c'est de me dire, bon, il faut que j'identifie ce que j'aurais pas dû faire à ce moment-là. C'est ça. Parce que si j'aurais dû faire ça en plus, c'est que par définition, il y a quelque chose d'autre que j'aurais pas dû faire. C'est ça. Ouais. Parce que sinon, c'est pas raisonnable. C'est comme si on essayait d'étirer le temps, mais le temps, il s'étire pas, il se comprime pas, mais il s'étire pas non plus. Ouais. Donc je me dis. Et puis c'est vrai quand même que dans les 20 dernières années, il y a une accélération de la technologie qui permet de faire beaucoup plus. Quand même, je veux dire, il y a en 20 ans, j'ai vu des choses. Je veux dire, aujourd'hui, on rigole un petit peu, mais demain, il y aura les traducteurs. Déjà maintenant, ils existent, les traducteurs en ligne. Mais demain, ils seront plus intelligents qu'intelligents. Ça va aller à une vitesse. Donc, on va faire plus en moins de temps. C'est ce fameux calcul un peu savant qu'ont fait certains pour savoir combien de vies il fallait pour une vie d'autrefois pour mener une vie d'aujourd'hui. Hein, enfin, pour résumer, un homme qui a vécu en 1980 travaillait, alors c'est des calculs savants et hypothétiques, mais quand même,
travaillait 1872 fois plus qu'un homme de l'an 1800. À cause de la mécanisation des tâches, à cause de, etc. La vraie, véritable avancée pour les femmes à la maison, c'était le lave-linge, la machine à laver. C'était une révolution, quoi. Et puis ça fait des bons. Après, t'es arrivé l'informatique. Moi, je me souviens quand on nous avait, j'ai fait mes études à l'école normale, la prof de maths parlait de l'informatique qui allait envahir tous les recoins de la vie. Nous, elle nous faisait travailler sur une machine à calculer pour faire des boucles. Qu'est-ce que programmation de boucles peut avoir une influence sur l'informatique dans les garages, dans l'administration. Aujourd'hui, on le sait. Mais donc, on fait beaucoup plus. Et donc, du coup, on a ce sentiment qu'on a un pouvoir et pourtant, on devient presque esclave de la machine. Bah pour moi, c'est même plus presque, hein, c'est bien plus. Esclave de la machine et stop. Alors, par exemple, je vois un tas de gens qui sont sur des réseaux sociaux, c'est leur choix. Moi, j'ai fait le choix de ne pas y aller parce que je n'ai plus le temps, quoi. Je garde mon temps pour des choses qui me paraissent... Tu vois, c'est avec toi qu'on en discutait. C'était Wesley, je crois qu'on parlait de Wesley, en disant mais la quantité de prédications qu'il a fait, le nombre de kilomètres qu'il a fait à pied, c'est impressionnant. Je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est 11 000 kilomètres, quelque chose comme ça, à pied. À cheval, ils étaient... ou à cheval. Mais j'en ai même plus, non, 40 000 kilomètres à cheval. Alors. Non, mais je crois que c'est ça. Et la quantité de prédications, c'est ça, la quantité de prédications, elle est phénoménale. Tu te dis comment... prêchait tous les jours. Mais ce que tu me disais, et tu m'avais relevé ça, et c'était très... Parce que ça peut être très culpabilisant. Quand tu regardes les gars de l'époque qui faisaient autant, et tu te dis, mince, et il dit, mais attends, mais lui, quand il est dans sa calèche, là, ou à cheval, il n'a pas de SOS, il n'a pas de SMS qui viennent, il n'a pas de coup de fil, sa prédication, il a le temps de la faire en méditant sur son cheval, en étant... Et c'est juste. Et il sait qu'il ne sera jamais... il n'y aura pas d'interférence. C'est ça. C'est le numérique qui a inventé le burn-out. C'est ça, ouais. Avant, le burn-out n'existait pas. C'est une maladie que le numérique a inventée. C'est le numérique qui fait que ceux qui sont vraiment impliqués, en particulier toutes les professions libérales et les pasteurs sont en première loge dans ce genre-là, c'est que du coup, c'est jamais stoppé. C'est jamais arrêté, jamais. Avant, l'apôtre Paul, il travaillait beaucoup, mais des fois pour aller, tu dis, il était dans une ville, il alla dans l'autre ville. Bon, ben, entre les deux, il y a peut-être, s'il y a 40 ou 50 kilomètres, ça veut dire qu'ils ont marché pendant 2 jours. Pendant 2 jours, ils n'ont rien fait d'autre. Ouais, c'est ça. Ils n'ont rien fait. Il a ni écrit, au temps que l'époque avait, on a du mal à ni téléphoné, ni passé un message, ni envoyé un mail, ni rien. Ils n'ont rien eu. Oui, c'est vrai. Pendant 2 jours. Il y a des jours et des plages comme ça tout le temps. Jésus, oui. Donc les gars, ils s'arrêtent, ils déconnectent. Tu as une randonnée, le Jesus Trail, moi j'ai pu faire avec une équipe des jeunes quand on est allé en Israël. Bah, ça te permet quand même de voir, bon, les gars, ils ont marché tous les jours. Et ils étaient juste ensemble. Ils avaient le temps. Ils avaient le temps. Et puis c'est... Mais il y avait des moments, en fait. Ouais. Pour moi, c'est ça. La pression, elle est pas... On est tous censés avoir de la pression à un moment donné. Oui, bien sûr. Mais c'est des moments. Si ta vie n'est que faite de pression... Moi, je pense, comment ne pas se mettre une pression excessive, quelque chose... que je dis pas mal en ce moment aussi, et tu l'as relevé, Nathalie, c'est accepter les saisons. Par exemple, moi je sais que là, mon épouse a repris le travail. J'ai 2 enfants qu'il faut, là, après cette émission-là, je vais chercher les 2. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je les cherche, je suis pas ici à travailler. Là où avant d'avoir des enfants, j'étais là encore. Très souvent, tu termines à 19, 20 heures, tu regardes pas trop. Mais dans cette saison où ils ont besoin de papa là comme ça, je serai là. Quand ils auront 18 ans, s'il faut terminer à 19 ou 20 heures, c'est pas un souci. Mais c'est-à-dire pour moi, c'est d'accepter, là c'est une saison comme ça, et c'est pas grave. Tu peux pas, faut pas que je me mette une pression, il faut pas que les gens ils se mettent une pression de dire il faut que je fasse autant que les autres, plus que je fais là dans mes réalités. Parce que tu dois forcément sacrifier. C'est aussi des moments de vie, ou des vies tout court, qui aujourd'hui ne peuvent plus supporter la surprise. On planifie tout. Donc un enfant qui vient de manière inattendue,
c'est embêtant parce qu'on a la carrière à poursuivre. Et donc, du coup, c'est ce que m'avait dit à l'époque la gynécologue de ma femme. Elle m'a dit, vous comprenez, aujourd'hui, nous sommes sous pression de nos corps médical parce que quand madame veut un enfant à 32 ans, parce qu'elle est en train de changer entre deux postes, avoir une promotion, il faut que ce soit là et pas ailleurs. Mais sauf la machine biologique n'est pas toujours au rendez-vous. Donc on demande au médecin tantôt d'aider à ce que ça n'arrive pas, tantôt d'aider à ce que ça aille plus vite pour que ça arrive. Donc, de se dire, mais est-ce que Dieu a le droit? Moi, je voudrais prêcher sur les soudains de Dieu. Les soudains de Dieu, mais je l'ai dit dans une émission avec un frère qui est gynécologue, en disant, mais les enfants, on parlait de la contraception, mais tout n'est plus que des projets aujourd'hui. Ouais. C'est ça. Ton enfant, c'est un projet. Et un projet, c'est un projet parmi d'autres, où c'est le bon moment de faire ce projet-là. Exactement. Et d'où le fait, on revenait surtout sur la contraception masculine aussi, en disant, mais moi, c'est ce qui m'embête, en fait. C'est qu'il y a c'est plus que des projets. Je dis pas que je suis contre, etc. Je suis juste en train de dire, mais comme tu dis, les soudains de Dieu, et si Dieu voulait autre chose aussi? Les surprises, les virages qu'il prend. C'est intéressant de savoir comment on réagit aux surprises. C'est intéressant. Très intéressant. Donc moi, je me dis, est-ce que Dieu a le droit de nous dire, écoute, maintenant je voudrais que tu ailles là, et puis tu fasses ci. Ouais. Oh, mais j'ai projeté de faire comme ça. Mais non, mais on fait un virage. C'est pas évident. Parce que pour moi, tu vois, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas dans une profession libérale ou pasteur ou autre, hein, c'est un médecin, c'est la même chose, un avocat, c'est très souvent pareil. Je pense que là où je le retrouve, c'est entre leur vie de famille, leur travail, l'église, leur service, les gens qu'ils ont à cœur, ce que Dieu leur met, c'est là où ils ont l'impression de devoir jongler avec plein de choses. Là où, j'ai envie de dire, le service dans une église, on ne peut pas dire que c'est prioritaire. Pour moi, ça ne peut pas être prioritaire sur une famille, ça ne peut pas être prioritaire, ça ne devrait pas être prioritaire sur une famille, sur des... C'est une notion d'équilibre qu'ils doivent trouver et qu'on comprend bien. Donc, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Qui t'a demandé de le faire? Est-ce que c'est par peur de dire non? Et souvent, le syndrome du sauveur, il est quand même là. Il y a un verset qui me toujours m'a frappé, et j'ai pas l'explication, mais je le mets sur le compte ou sur la question, pourquoi il a fait ce qu'il a fait là? Parce que c'est Jephthé, je crois, qui avait une seule fille et qui va dire, si tu me donnes cette ville, alors la première personne qui sortira de ma ville, je vais la consacrer, donc dans le sens je vais la sacrifier physiquement. Et quand il a la victoire, et quand il rentre à la maison, la première personne qui sort de la ville, c'est sa seule fille, la fille unique. Et il va la sacrifier. Et je me suis déjà posé la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui a demandé de faire ça? Ou c'est pas lui qui, dans un élan de fausse compréhension de la grâce de Dieu, va jusqu'à... Moi, sincèrement, je me suis dit, est-ce que je suis pas moi-même des fois on va y aller, et puis quitte à... Qu'importe le sacrifice, est-ce que Dieu l'a rendu? Alors, sur ce texte, il y a une autre... sur ce texte, sans vouloir torturer les textes, mais il y a une compréhension différente. Certains commentateurs disent que Jephthé ne l'a pas sacrifiée, mais qu'il a décidé de la consacrer, c'est-à-dire de la consacrer à Dieu, définitivement comme non mariée, quoi. La preuve, un indice, c'est que quand elle va après, elle dit pas qu'elle va pendant 2 mois pour pleurer sur sa mort qui arrive, mais sur sa virginité. Et que quand les filles viennent dans la première compréhension qu'on comprend, c'est pour se recueillir sur sa mort, en fait, elles viennent la visiter. Elle est vivante encore, elles viennent la visiter dans son service. C'est un peu comme ce qu'on appelait dans la civilisation chez les Romains les vestales, quoi. Elle était... c'est, au point de vue de la syntaxe, c'est acceptable. C'est acceptable sans changer tant mieux. Sans changer le texte. Tant mieux. J'avoue que... alors je suis pas persuadé parce que pourquoi il prend ça comme... J'avoue que je préfère cette approche qui est quand même... cette compréhension qui est quand même plus... Mais même si ce n'est que ça, entre guillemets, que ça. Mais enfin, c'est quand même différent que de l'avoir. Ce que tu veux dire, c'est est-ce que Jephthé ne fait pas de l'excès de zèle? L'excès de zèle, je veux dire, tu vois, est-ce que Dieu n'aurait pas donné pour autant à la ville sans s'obliger de... pour plaire à Dieu, quoi.
C'est ça. Ouais. C'est ça. Et j'en reviens à cette question de la motivation et même, c'est ce que, alors là je parle de moi, de ce que moi j'ai vécu avec moi-même. Quand on est comme ça pendant 2 ans arrêté, qu'on ne peut plus rien faire. Quand je dis plus rien faire, je dis ça en rigolant, mais je me rappelle, j'étais des semaines sur mon canapé et je dormais et je voyais, quand j'ouvrais les yeux, je voyais une toile d'araignée dans le coin de la fenêtre. Et je me suis dit, il faut que j'aide Caroline, ma femme, je vais lui faire ça, elle ne saura rien, mais je vais nettoyer les... Enlever l'araignée. Et je disais, je le ferai après la sieste. Et après ça, je disais, demain. Demain est devenu, après-demain est devenu 1 mois, 2 mois, est devenu 22 mois. C'est 22 mois que j'ai fait le... Et je me sentais tellement, comment je veux dire, mais inutile. Presque un parasite, quoi. Je me disais, mais je suis un parasite, je fais plus rien. Et je me rappelle ce jour où je suis allé dans les champs derrière moi, je me lamentais devant Dieu, je disais, mais je vaux plus rien. Abrège ma vie, s'il te plaît. Pourquoi je sers plus à rien et je fais plus rien pour toi. Et au moment où je dis ça comme ça, il y a une pensée forte qui vient. On connaît ces genres de pensées fortes qui viennent tout à coup. C'est, entre guillemets, c'est pour nous Dieu qui parle. Et il me dit une phrase, mais des plus déconcertantes. Il me dit juste, fiston, je t'aime. Alors je me suis dit, ça je le savais déjà. Mais c'est la fin de la phrase. Il me dit, je t'aime, même quand tu ne fais rien pour moi. C'est ça. Ah, ça c'était... Et Ah, mais ça a été pour moi une révolution. ça fait du bien de le entendre. Même quand je fais rien, quoi. Donc parfois, ne rien faire, c'est pas ne rien faire, c'est reprendre le temps pour contempler, pour apprécier un moment entre amis. Et j'ai marqué sur mon document, ces 3 types de personnes que je classifie en trois grandes classes, là, les VRP, les Very Resourceful People, ceux qui vous ressourcent, dont Dieu, ce temps avec Dieu qui me ressource, comme tu l'as dit si bien avant. Les amis, des moments clés, où je m'assieds avec quelqu'un et puis on discute. Et quand tu sors à la discussion, tu te dis, oh, il m'a fait du bien, ça me rafraîchit. Et puis il y a les VIP, les Very Important People, ceux qui vont à qui vous allez cheminer, renverser des montagnes, etc. Et puis il y a les VDP, j'appelle ça, les Very Drainful People, ceux que j'évite au maximum. Peut-être vous aussi, ceux qui vous épuisent, ceux qui vous... Qui te drainent. Ils vous sucent la dernière force que vous avez. Déjà fatigué. Déjà quand vous les voyez, vous dites, oh non, c'est pas qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés, hein, je dis pas ça. Je dis juste qu'il y a des gens comme ça qui vous pompent l'énergie que vous avez. C'est-à-dire que tu ne peux pas être tout le temps c'est ça. auprès de personnes. Des fois, on n'a pas le choix, et puis c'est normal aussi, c'est juste. Mais oui. Oui, parce qu'ils n'ont pas choisi non plus d'être comme ils sont. Tu n'es pas le sauveur de ces personnes. Et c'est une question de saison, des fois. Mais justement, ça m'amène sur la dernière partie, Jean-Marie, puisque je t'ai posé la question. Comment bien se détendre? Parce que pour moi, c'est une vraie question. Aujourd'hui, je crois que la plupart des gens ne savent plus bien se détendre. Dernièrement, je le dis juste pour introduire quand même, mais vraiment, c'est quelque chose que je savais, mais où Dieu vraiment me le redit clairement, ça m'a encouragé. Il me dira, mais Benjamin, détente n'est pas égale à distraction. Parce que c'est vrai que dans notre société, la distraction est devenue la détente à son paroxysme. Je suis distrait. Donc, divertissement. Donc dès que t'es, surtout que le divertissement et la distraction, c'était en temps de guerre, c'était pour distraire l'ennemi par rapport à une attaque. Donc pour moi, c'est vraiment comment bien se détendre. Je vois que les gens ne veulent plus faire d'efforts. La détente n'est plus synonyme. C'est synonyme de pas faire d'efforts. C'est être une larve sur son canapé. Alors que j'ai l'impression que quand je vais marcher, c'est physique, mais ça me détend. J'ai l'impression que quand je lis, c'est physique, c'est le cerveau qui travaille, mais c'est cérébral, mais ça peut détendre aussi. Donc comment bien se détendre? Alors en tout cas, c'est vrai que je trouve que tu as tout à fait raison de voir une différence entre détente et distraction. Je repensais en préparant l'émission ce verset qui dit ce n'est pas pour vous prendre de piège, Paul parle, il dit c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction.
donc, Paul dit sans distraction. Mais je pense que pour bien comprendre le fait de se détendre, eh ben, je partirai juste sur l'étymologie. Détendre, c'est sortir d'être tendu. Et c'est parce qu'on est trop tendu qu'à un moment, la détente devient nécessaire. Il faut se détendre parce qu'on était trop tendu. Donc, des gens qui ne sont jamais tendus et qui se détendent ne se détendent pas parce qu'ils n'étaient pas tendus. Ils n'étaient pas tendus. Il y a des gens qui se détendent aujourd'hui tellement, je ne sais pas quand ils ont le temps de se tendre, ils ne se tendent jamais. Et donc c'est à ce moment-là, ils sont dans quelque chose qui est faux. C'est pour ça que la détente, c'est pas quelque chose c'est évidemment pas mauvais dans la vie d'un chrétien, mais ça doit correspondre aussi à un but. Tout ce qu'on fait devrait avoir un but. Donc si on se détend, la détente doit aussi correspondre à un but, je sais pas comment dire, j'allais dire pédagogique, pas pédagogique, mais un but nécessaire, éducatif pour nous-mêmes, un but nécessaire. Alors tout le monde se détend pas de la même façon. Par exemple, je vois des gens des fois assis au bord de l'eau, au bord du canal, assis sur les petits machins bleus là comme ça, en train de regarder leur truc. Moi, un quart d'heure comme ça m'énerverait au dernier degré. Moi, rien que d'y penser déjà, ça m'énerve. Ah ouais. Ah non. Donc moi, ça me détend d'aller marcher, ça me détend de faire quelque chose. Alors j'ai amené quelque chose qui me détend beaucoup. Par exemple, je vais dans la nature, ça c'est un truc. Voilà, j'ai cherché des fossiles. Celui-là, je l'ai trouvé en Normandie. Il était complètement. J'ai découvert ça aujourd'hui. Tout enveloppé de cette espèce de pierre là comme ça. Et c'est avec ma petite machine que je l'ai complètement dégagé entièrement. Et on le voyait pas du tout. Voilà, quand je travaille un peu sur ça, hop, ça me détend. Ça me détend parce que je passe à autre chose. Ouais. Ou des fois. Moi, je suis pas comme toi, je suis pas rituel, je peux faire un truc, des fois je fais des mots fléchés, mais ce que j'aime dans les mots fléchés, c'est que j'apprends des fois des mots que je connaissais pas, des choses comme ça. Alors voilà, ça me détend. Mais je pense qu'un chrétien devrait avoir un œil lucide et un peu critique. Un peu critique sur comment je me détends. Est-ce que tu n'as pas l'impression que dans les milieux chrétiens, la notion de détente, elle n'était pas très bien vue aussi pendant tout un temps? Voilà, et alors on est passé, je pense, d'un extrême à un autre. Il y a quelques décennies, ce qui était bien vu, c'était bien vu de jamais s'arrêter. On s'arrête jamais, il faut être tout le temps. Voilà. Alors on avait les versets phares, c'était racheter le temps, etc. Et alors, bien sûr, si tu veux vraiment racheter le temps au sens radical du terme, t'as jamais fini. Ouais. Tu arrêtes jamais. Voilà, jamais. Et quand tu t'arrêtes, tu aurais pu faire autre chose, bien sûr. Et maintenant, je pense alors c'est aussi sous la pression de la société autour de nous, mais aujourd'hui, on s'est sorti de ça, et j'ai peur que les générations montantes, les jeunes, ont une conception de la détente qui, comme tu le disais, n'est plus dans la détente, mais dans la distraction. C'est-à-dire qu'ils peuvent se détendre à des moments où ils n'avaient pas nécessité de se détendre. Ouais. Ils se détendent dans des moments où ils n'étaient pas tendus. C'est-à-dire qu'ils sont juste en train de gaspiller du temps. Ah, voilà. Ils gaspillent de l'énergie, ils gaspillent des temps. Moi, ça me fait de la peine des fois d'en voir qui ont 20 ans, 22 ans, à une époque, à des moments où tu apprends tellement facilement, et passer des heures à regarder des séries, des trucs sur Netflix, sur le téléphone, passer du temps comme ça, c'était des heures magnifiques. Hein. Et ça, c'est pas de la détente. C'est pas, il dit, faut se détendre. Non, là, t'es juste en train de gaspiller. Et ça, je trouve, c'est dommage. C'est dommage. Mais peut-être pour aller sur ce plan-là, par exemple, allez, regardez un film.
ça peut aussi être de la détente. Oui, bien sûr. Si, parce que je pense que du coup, certains pourraient interpréter de dire ah mais du coup toutes ces choses-là, Non. c'est pas de la véritable Non, c'est une détente. question- C'est quel est non. le but? Non, moi, l'équilibre, hein. l'intérêt, Ouais. c'est l'équilibre. C'est ça, C'est mais l'équilibre. C'est quand est-ce que j'ai besoin de me détendre? Je me détends dans quoi? Et est-ce que cette détente m'apporte un vrai ressourcement? Parce que certains choisissent des formes de détente qui les laissent bien plus à la fin, bien plus, j'allais dire, fatigués Ouais, et c'est stressés. fatigant, ouais, c'est juste. Et stressés Tu te reposes qu'avant. pas. Donc, oui, ils ont coupé avec le travail, mais ils se sont pas détendus. Ouais. Ils sortent de là plus tendus qu'avant. Moralité, ils accumulent, ils ont, ce qui aurait été de la détente, en fait, ils ont accumulé un stress supplémentaire. Ils ça. repartent de là et ils repartent stressés. Surtout que par exemple tout ce qui est des vidéos, etc. Tu sollicites ton cerveau et tu lui donnes l'impression. Mais en fait, c'est souvent tu nourris une addiction. Et c'est ça qui te donne l'impression, c'est la récompense. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. C'est que beaucoup de gens, c'est la récompense qu'ils en reçoivent d'une pratique addictive qui fait qu'ils ont l'impression d'être détendus. Mais c'est pas de la détente, c'est la dopamine, hein, si je me trompe Oui, pas, c'est juste, qui c'est est juste un- dégagée à ce moment-là. oui, c'est un soulagement momentané. Mais Parce que c'est dans pas la de détente, ça veut pas dire détente ne veut pas dire pas d'effort, on est d'accord. Oui, on peut se détendre. Tu as des gens qui se détendent, Faisant du comme je sport, disais, qui se détendent en allant à la pêche et qui s'assoient et ça les Ah bah, c'est détend. des efforts. Ils restent 1 heure ou 2 comme ça. Ils sortent de là, ils sont tout contents, ils sont bien. Bon, je le comprends pas, mais je Ah, le si, ça constate. fait du bien. ça fait Ah du mais bien. non, moi ça C'est m'énerve. le paysage, Mais c'est l'ambiance. oui, ah ben, et puis d'autres, ça les détend vraiment d'aller faire 1 heure de course. Bon, voilà. D'un autre côté, je pense qu'il y a besoin de détente. Qu'il y a besoin de, Ouais. enfin, la détente dans l'équilibre. Parce que quand même, le 4e commandement nous parle de ce repos du sabbat. Mais oui. Hein, de ce repos repos physique. Hein, tu ne travailleras pas, ni ta famille, ni tes esclaves, ni personne ne travaille, ni même pas les animaux. Tu sais qu'il a fait une prédication dessus en 2023, je crois, non Et donc, sur le Shabbat. je pense que Dieu veut que nous nous détendions. Qu'il y a une alternance entre 6 jours de travail et 1 jour de repos, de vrai repos, dans lequel aussi il y a une forme de consécration de temps à la mise en perspective. On adore Dieu, on se rappelle que tout dépend de lui. On peut regarder en arrière et dire est-ce que j'ai bien fait ce que j'ai fait ou pas bien fait ce que j'ai fait, et puis de se rappeler quel est le sens de gravité. Est-ce que c'est le travail, donc gagner beaucoup, donc accumuler, donc finalement, et après j'ai besoin d'une détente parce que vraiment j'en peux plus. Mais il y a besoin de détente face à un équilibre de travail. Et des fois j'ai envie de dire certains, il faut peut-être travailler un peu plus pour mieux comprendre, mieux savoir apprécier la détente. C'est la détente. Et la détente qui est une forme, qui est, je reviens sur ce texte de contemplation, on prend du temps pour s'arrêter, pour contempler le Créateur, ce qui nous a permis de créer, mettre en perspective et de regarder vers l'avant de nouveau. Donc je ne prétends pas qu'on a tous réussi, que j'ai bien réussi à faire cet exercice-là et que même maintenant des fois je dois me battre pour essayer de le bien faire. Par contre, je pense qu'il y a besoin de vraie détente et d'un repos qui dépasse le repos physique. Oui. C'est un repos Oui. intérieur. Tout à fait. Un repos intérieur. Tu vois, ça. pour moi, regarder un film, ça me pose pas de souci de dire ça peut être un beau moment Bien de sûr. détente. Mais prier, Oui. être dans un temps de communion avec Dieu, ça Exactement. peut être un beau moment Ah de oui. détente aussi. Exactement. Tu t'en sors, t'es bien. Lire la Bible, méditer la Bible. Je reviens juste sur la notion de divertissement parce que pour moi, en général, le temps de détente, c'est à la fin de ta journée de travail. Si tu as fini ta journée de travail, c'est plus là. Oui. Mais j'ai remarqué aussi que ça peut être, c'est pas tant c'est ce temps de détente qu'on appellera plutôt au travers du divertissement et de la distraction, qui est pas une vraie détente. C'est plus une fuite chez certains. C'est plus une fuite du lendemain. Où on prolonge, que réellement, à un moment, on peut dire ça m'a fait du bien. Moi, je poserai 2 questions. Je vous poserai 2 questions. Merci, Claude. La première chose, c'est comment on peut savoir si vraiment on a besoin d'un moment de détente ? Parce que, je vais le dire comme ça, pour certains, moins on en fait, moins on a envie d'en faire.
Donc des fois, en faire juste un tout petit peu, on a l'impression déjà qu'on est au summum de ce qu'on a pu faire. Comment on peut vraiment le savoir ? Parce que je pense que certains te diraient « Ah, mais moi je le ressens » et moi je te dirais « Bon, ils en ont pas besoin au vu de leur journée. » Ou l'inverse chez moi peut-être, je sais pas. Et la deuxième question, c'est comment on sait qu'on s'est bien détendu ? En tout cas, je trouve que dans les deux cas, les deux questions sont très pertinentes parce que c'est aussi dommageable de ne pas se détendre quand on doit se détendre. Et c'est aussi dommageable que se détendre quand c'était pas nécessaire. Et je crois qu'on sait qu'on s'est bien détendu si on peut retourner à ces activités, que ce soit des activités séculières ou dans d'autres services, dans l'église ou quoi, si on peut y retourner maintenant avec enthousiasme, enfin en tout cas avec envie de le faire, si on est de nouveau, voilà, prêt, si on y va avec... Tu sens que ça a rechargé ouais, quelque avec, chose. Quoi. Avec je pense un peu Ça, c'est intéressant. Je pense que c'est un bon point. C'est si tu sens que ça a rechargé quelque chose. Sinon, c'est juste que tu as fait une parenthèse. Ouais. Un truc te saoulait, tu dis « Oh, j'arrête, ça me saoule ». Alors, pendant 1 heure, tu fais un truc, je sais pas, par exemple, sur un jeu vidéo. « Ah, c'est l'heure, faut que j'y retourne ». Tu refermes la parenthèse. Bon, alors allons-y, bon. Il n'y a pas eu de détente. Ouais. Il y a eu une parenthèse, il y a eu une coupure. Mais il n'y a pas eu de détente. Oui. Tu reprends ton stress exactement là où il était. C'est ça, ouais. Ouais, pour savoir aussi à quel moment il faut que je me détende, je pense qu'il y a des alertes. Par exemple, on sent qu'on est moins efficace dans son travail, ou on sent qu'on n'arrive plus à avancer. Là, pour moi, c'est le moment d'aller marcher ou d'aller faire autre chose. Tu vois. Il y a aussi une autre alerte qui peut être intéressante, c'est les autres, notre plus proche, qui effectivement, lui, peut-être la personne s'attend à ce que tu passes plus de temps avec lui ou avec elle. Ou, voilà. Nos proches peuvent être aussi une bonne alerte. Aussi. Ouais, c'est juste. Pour répondre à la première question. Ouais, c'est juste. Moi, je comprends tout ça en même temps, et plus je rajouterais une idée qui, chez moi, me fait très vite surface, c'est quand je deviens irritable. Oui. Tout à coup, je sens que tout m'agace, le prochain truc à faire. Je dis, bon, peut-être que c'est une alerte. Le prochain coup de fil. En ce moment que je trouve Claude très sympathique et agréable, c'est bon. Il a pris un bon bol d'air frais. À moins 7 degrés, ça lui a fait du bien. Ce côté irritation intérieure, je me dis là, peut-être que c'est le moment de laisser l'ouvrage de côté pendant un temps. Alors on a quand même un avantage ici, c'est qu'on a des fonctions qui permettent ce genre de flexibilité. J'imagine d'autres qui sont sous pression. Et par là, comment se détendre? Je trouve que ta remarque est pertinente, c'est-à-dire qu'on retourne à l'ouvrage avec un esprit renouvelé. Après, ce qui prenait un quart de 20 minutes avant, c'est fait en 2 minutes. C'est fait. On a de la créativité, on se dit, je suis détendu. Puis enfin, je pense que on est quand même happé, qu'on le veuille ou non, par l'industrie du loisir. C'est même plus du loisir, c'est l'industrie du loisir. Tout comme si le loisir devenait une valeur cardinale, quoi. Ouais. J'ai été à tel parc d'attractions, j'ai fait tel jeu vidéo cette nuit-là, j'ai joué toute la nuit avec des gens. J'ai regardé telle série, telle je la série. connais. Des fois, j'écoute des fois à table à midi ce qui se dit, et les jeunes générations, je dis mais où ont-ils ce temps? Ouais. Mais, comment ont-ils autant de temps pour tuer le temps? Mais ils dorment beaucoup moins que ce qu'ils ont besoin. Ils dorment beaucoup moins, alors que c'est aussi une bonne détente que de savoir. Oui, ça c'est bien de le dire. Oui, c'est vrai. Une hygiène de vie, ça fait partie de l'équilibre. Je me rappelle, c'est un vieux pasteur qui m'avait dit, quand j'étais dans un ministère, c'était pas ton père, c'était un pasteur allemand, il me disait, quand j'ai demandé ses bons conseils, il m'a dit, un des bons conseils, c'est prends le temps pour dormir. Je suis déçu. Moi, je suis un petit dormeur. J'ai toujours un petit dormeur de 5 heures par nuit me suffisait largement pendant longtemps. Maintenant, c'est plus le cas. Mais je me dis, mais quelle perte de temps. Et non, il avait raison. Savoir se reposer, c'est-à-dire dormir, aller au lit à l'heure, avant minuit. Ce que je n'ai pas fait souvent avant mon burn-out. Avant minuit. Et de reprendre des forces pour se le réveiller de nouveau à l'aube, comme tu l'avais dit avant la mission, je crois. Et puis d'apprécier la nouvelle journée qui vient et les défis qui sont dans cette journée.
Ouais, mais et je pense qu'aujourd'hui, et on a pas mal parlé de la nouvelle génération, moi, je dis quand même que je suis surpris de voir autant de personnes plus âgées, autant sur Facebook par exemple. C'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On vous rattrape, là, j'ai l'impression. Ah, Mais, On est en train de rattraper. le système est séduisant, donc il est séduisant pour tout le monde. Ou même, tu vois, les anciennes générations, la télévision. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y avait des programmes, etc. Tu vois, ils étaient un peu calés sur les programmes. Mais mine de rien, la télévision avait quand même une place. Et moi, quand j'écoute de temps en temps la radio, moi, en général, j'écoute les infos quand je suis en voiture. Les stats, tu sais, de tant et tant de millions de personnes regardaient telle émission hier soir. Je me dis, mais mince, tous autant de millions au même moment. Je dis, c'est qu'il y a quand même. Et du coup, ça veut dire qu'il y en a autant de millions qui n'ont pas lu un bouquin, peint un tableau ou fait quelque chose d'autre. C'est vrai que le loisir, je suis complètement d'accord parce que, comme dit, tout a été calé aussi pour nourrir tout un système de récompense addictif, notamment sur les médias sociaux. Bon, on est d'accord. Maintenant, il y a d'autres addictions qui arrivent souvent. Ouais, c'est le petit verre de vin blanc le soir. Pour se détendre. Pour se détendre. Et qui peut devenir un problème alors plus grave. En plus, le vin blanc, ça empêche de dormir. C'est un excitant. Paraît-il, oui. Donc on passe au rouge, c'est ça? Là, c'est mieux. Moi, une chose qui me détend vraiment, c'est mon jardin. Oui, ton gazon, je sais. Mon gazon. Mais ça a l'air idiot, mais c'est ça. C'est thérapeutique. Ça me fait du bien de toucher la terre, de sortir du stylo, des claviers, d'oublier les écrans et d'aller sur quelque chose de la terre et de voir monter le gazon. Mais c'était un plaisir. Les fleurs. Oui, mais il ne faut pas le couper à ce moment-là. C'est ça. Moi, j'aime l'herbe quand elle monte, moi. J'aime la nature naturelle. Donc moi, si j'avais un gazon, je le couperais pas. J'aime bien le voir. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que lorsqu'on est trop souvent devant les écrans, les personnes et parfois même les enfants sont surexcités. Très souvent, parce qu'on ne leur apprend plus à utiliser leurs mains pour créer, pour faire. Et c'est vrai que même la pâte à modeler, rien que faire des choses comme ça, ça peut détendre parce qu'on crée quelque chose de nos mains. L'autre jour, j'ai écouté, c'était juste 5 minutes d'une émission que j'ai sur les réseaux sociaux, et le temps passé par des lycéens sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait des questions identiques qui étaient posées à 4-5 lycéens, une seconde en terminale. Et puis, la dernière question était: combien de temps avez-vous passé cette semaine sur les écrans et sur les réseaux sociaux? Et donc, l'un 3 heures, l'autre 5 heures. Et puis, il y avait une fille... Par semaine. 5 heures par jour. Par jour. Elle a éclaté de rire, mais de rire figé. Elle disait, mais j'ai passé 12 heures. 12 heures pour une lycéenne qui est en terminale. Comment peut-on passer 12 heures? La moyenne en France, t'es à plus de 6 heures par jour. C'est ça. Vous vous rendez compte? Mais je me suis dit, mais c'est une maman, elle n'a pas une maman, cette fille, qui pourrait lui apprendre à faire à manger, ou à coudre un vêtement. C'est justement ça. C'est ça, pour moi, il y a beaucoup de compétences qui vont se perdre, entre autres parce qu'on se détend mal, et on gaspille ce temps, c'est ce que tu as dit. Et aussi, pour moi, il y a beaucoup de talents qui ne vont jamais émerger, parce qu'il faut un petit peu d'effort. T'as beau faire ce que tu veux, moi je prends du plaisir à lire, mais si j'entretiens pas mon cerveau aussi dans la lecture, si je l'entretiens pas, il faut se remettre dedans. C'est un effort. Et t'as beaucoup de choses, la peinture pour certains, alors moi ça me détend pas du tout, mais la peinture ou faire des choses comme ça, il faut, tu y procures, tu trouves un plaisir. Mais ça demande d'abord de l'effort. Là où, allumer un écran, il n'y a aucun effort en fait. Donc, tu consommes, on t'abreuve d'images, de concepts. C'est ça. Et tu n'es pas forcément en train d'analyser pour dire ça je prends, ça je prends pas. Vous savez, il y a un verset qui dit l'exercice physique est utile à peu de choses. C'est Paul qui parle à Timothée. Et certains se rangent derrière ça, tu vois. Mais à l'époque, en fait, quand je songe à l'époque, il marchait beaucoup, il faisait beaucoup d'exercices physiques, en fait. Tous faisaient plus que... Ils n'allaient pas à la salle. Donc nous, aujourd'hui, si on est au bureau ou si on est dans la voiture, on rentre devant la télé, on se dit, mais là, il faudrait un peu plus d'exercice physique. Mais Paul, il faisait sûrement plus d'exercices physiques. Mais carrément. Même avec son métier. Même avec son métier, je pense qu'il devait être physique. Surtout, il était tellement manuel. Ils allaient visiter tous les saints dans la région, pas juste dans la ville, dans la région. Et les gars, ça valait des kilomètres. Ils n'allaient pas à kilomètres. À pied, ils étaient à pied. Et ils ont fait des milliers de kilomètres.
Donc Ah oui. l'exercice physique, en plus de tout ça, je comprends que ça soit peu utile. Oui, mais peu, c'est pas. C'est pas. Ouais, exactement. Et il faut. Et moi, je Ça sais que veut la dire détente c'est peut venir. utile à certaines choses, mais pas à tout. Mais à certaines choses, c'est nécessaire. Oui, pas beaucoup de choses quand même. Faut- Bah, par exemple, rester en bonne santé. Ouais. Non, mais je me suis dit, il faut que je... C'est le parce sport, que c'est compliqué. il n'aime pas ça. Mais t'es comme moi alors. Ah, j'aime pas du Au tout. moins on est à deux. Venir à alors, l'église en vélo, je vous assure, ça fait Mais ça, je vraiment le du fais. bien. Ça, je le Absolument, fais Nathalie. l'été avec mon enfant. t'admire. Ouais. Ce matin, Ça, j'étais je le content fais. que tu sois pas venu en vélo. hein. Ah oui, non, mais toi, c'est abusé. Tu fais combien de kilomètres? Eh bien, c'est 25 allées et 25 retours. Sous la pluie, en vélo. Ouais, il n'y a pas Électrique. de, y a pas de mauvais climat et de mauvais équipements. Oh, le coquin, il a dit électrique, il a précisé. Oui, bien sûr. Ouais. Ah bah, c'est très bien. Oui, il faut le dire, électrique. Hein. Ouais, c'est- Lui, comme il veut niveler. Lui, Non, c'est non, le, je veux dire, lui, il c'est a le mis- panier de crabe. Mais c'est- Enfin, mais il c'est faut- vrai, Il faut pédaler quand même. Ah Hein. ouais, non, mais Même lui, il électrique, tire vers il le- faut pédaler Il ne quand veut même. pas qu'on pense qu'elle soit beaucoup plus sportive que moi. Bon, c'est vrai, elle nous mettra un petit complexe là. Tu vas venir avec moi, Claude. Bien sûr, écoute, au beau jour, oui. Au beau jour. Mais en tout cas, je pense que c'est important de l'aborder comme ça parce que je crois, comme dit, que la constance et l'équilibre dans ce qu'on fait, c'est aussi une marque d'un disciple mature. Et il faut qu'on y tende, en tout cas. Il faut qu'on arrive à ça. Pour terminer aussi, quand même, juste le rappeler, bien sûr, un film, une série, on n'est pas en train de dire que c'est forcément Bien sûr, mal. non. C'est quel est l'objectif derrière ça et vivre simplement. Moi, j'avais un grand-père sur ça, il était très très fort. Ils connaissent, comme tu l'as dit Nathalie, ils se connaissaient. Quand il disait, oh, je suis fatigué, maintenant je vais aller voir les lapins. Voilà, c'est tout, il part et puis il se dit pas, ah mais il y a truc machin qui aurait pu être encore visité, etc. Pas Lui, sauveur. c'était- Ouais, il Non. n'était pas sauveur. non, il avait une simplicité, il avait une approche simple de son planning et de son temps. Ce qui faisait que du coup, il Tout était en pas sous restant pression. igual, limité, des fois hein. l'esprit qui lui disait maintenant tu fais. Ouais, sans se culpabiliser. C'est hein. ça, c'est ça. C'est ça. On va prier? Yes. D'accord. Eh bien, Jean-Marie, veux-tu Allez. prier s'il te plaît? Oh oui, je veux bien. C'est gentil. Je Ça veux te met bien. pas trop de pression. Si, je veux bien. Je Ok, vais le merci. faire, je vais le faire. Merci Seigneur de nous permettre de vivre dans cet équilibre, dans cette sagesse. Permets-nous Seigneur de vivre sans culpabilité, non pas sans pression parce que la vie les contient, mais que nous sachions les aborder en gardant la paix. Donne-nous Seigneur de savoir être paisible pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent, pour communiquer cette paix, cette quiétude à chacun, pour rester bien dans notre âme, dans notre tête, pour rester en bonne santé aussi. Merci Seigneur. Amen. 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 Ben, merci beaucoup à vous trois. Merci pour ce temps. Plaisir. merci J'espère de que nous vous avoir sortirez invités. détendus aussi. Ah oui. Chers amis internautes, on vous aime. J'espère que ça vous a fait du bien aussi. Profitez et pour travailler ou vous détendre en fonction de votre journée. Et puis, eh ben voilà, apprenez, lisez, faites. Il y a plein de choses qui Créez. peuvent. Tu vois, même rien que le jeu des échecs qui demande beaucoup de réflexion, mais qui peut être un vrai moment de détente aussi. C'est vrai. Parler, discuter avec des Ça amis. m'énerve. Oui, c'est pas vraiment Ça, du ça sport. t'énerve. Parce que je C'est gagne- pas parce du que je gagne sport, pas, mais C'est c'est du sport intellectuel. Parce faut que je quand gagne même, pas assez Ah, vite. il y a quand même Il y a des quand même un mouvements, geste. on peut se faire. Tu sais que je fais une petite digression, excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui me croyait pas, une dame d'une génération de votre génération, mais qu'aujourd'hui il y a des sportifs professionnels d'e-sport, des jeux vidéo, qui peuvent se faire de vraies blessures. Il y a des carrières qui sont arrêtées, Mais des non. gars qui gagnent des milliers, mais parce qu'ils ont des tendinites, etc. C'est des vraies blessures et c'est considéré vraiment, et ils sont considérés comme des vrais sportifs. Mais renseignez-vous un petit peu dessus, ça demande des capacités qui sont très impressionnantes quand même. Bon voilà, sur cette digression, je vous souhaite une bonne soirée, chers amis. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Plaisir.